une fois n'est pas coutume, sur les circonstances de ce qui vient de se passer en France. Une attaque, en effet, et une prise d'otage se sont déroulées ce matin et sont en cours à Trèbes, dans l'Aude, dans notre pays. Et tout porte à croire qu'il s'agit, en effet, d'une attaque terroriste qui continue actuellement à se dérouler. Les forces de l'ordre, en particulier de la gendarmerie, sont intervenues de manière extrêmement rapide et coordonnée après l'attaque dont ont été victimes d'abord des CRS. Je veux, avant toute chose, assurer de mon soutien tous ceux qui ont eu à affronter et qui affrontent encore cette situation. Je ne dresserai à cette heure aucun bilan officiel. Le procureur de Paris donnera, dès que possible, tous les éléments relatifs au début de cette enquête. Il a d'ores et déjà saisi la section antiterroriste du parquet de Paris et a confié l'enquête à la DGSI et à la SDAT. Les premiers magistrats sont en train de se rendre sur place. Je veux ici assurer les habitants de Trèbes de l'entière mobilisation des services de l'État et en particulier des forces de l'ordre qui, à cette heure, sécurisent les lieux où l'individu s'est retranché et sécurisent tous les environs. Je viens d'avoir en ligne le ministre de l'Intérieur qui arrive sur place. Le Premier ministre a quant à lui interrompu son déplacement et est à Paris. Je serai donc dans quelques heures à Paris pour suivre et coordonner l'ensemble des mesures à prendre. Nous avons donc tenu ces 2 jours un conseil et je suis très heureux qu'avec la chancelière nous puissions tenir ensemble cette conférence de presse commune une fois encore, tant le travail conjoint a été durant ces 2 jours importants et a été permis par le travail et les échanges que nous avons eus la semaine dernière à Paris, quelques jours après son élection à nouveau comme chancelière, ce dont je tiens à la reféliciter. Ce Conseil européen était important parce qu'il a permis de couvrir un grand nombre de sujets qui touchent au fond à la fois au modèle et à la souveraineté de l'Europe. Nous avons en effet eu hier un échange approfondi sur des sujets internationaux éminemment stratégiques. Comme vous le savez, je m'étais rendu mercredi au siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à La Haye, et la France avait pris en janvier l'initiative d'un nouveau partenariat international contre l'impunité d'utilisation d'armes chimiques. Et donc nous avons pu rediscuter, qu'il s'agisse de la Syrie comme des événements qui se sont déroulés en Grande-Bretagne, de l'importance de poursuivre notre lutte contre l'utilisation de ces armes chimiques. Hier soir, Theresa May, après une réunion avec la chancelière et moi-même, a informé le Conseil européen des circonstances de l'attaque de Salisbury et de l'avancée de l'enquête. Tous les États membres ont exprimé leur entière solidarité avec leur allié britannique. Tous sont convenus que, conformément à l'évaluation britannique, il n'y a pas d'autre explication plausible que la responsabilité de la Russie. Nous considérons cette attaque comme un défi sérieux pour notre sécurité et comme une atteinte à la souveraineté européenne. Elle appelle donc une réponse coordonnée et déterminée de l'Union européenne et de ses États membres. Plusieurs États, dont l'Allemagne et la France, arrêteront rapidement des mesures coordonnées. Par ailleurs, lors de notre entretien à Troyes avec Theresa May, nous avons confirmé et approfondi notre position commune en faveur du maintien de l'accord nucléaire avec l'Iran et des actions qu'ensemble nous prendrons à l'égard des États-Unis et de l'ensemble des parties prenantes et signataires de cet accord. À quelques jours d'une rencontre des présidents Tusk, Juncker et du Premier ministre Borisov avec le président Erdogan, nous avons également discuté hier soir de la Turquie et rappelé fermement la préoccupation de l'Union européenne à l'égard de l'attitude turque aujourd'hui dans les eaux territoriales chypriotes et en mer Égée, ainsi que quant à son action sur le territoire syrien dans le canton d'Afrine. Je rappelle que cette intervention turque est en contravention évidente avec la résolution 2401 des Nations Unies. Nous avons également, durant ce Conseil, parlé de sujets commerciaux, autre élément sur un autre plan qui, évidemment, touche à la souveraineté de notre Europe. Bien entendu, en raison de l'actualité que vous connaissez à la suite des annonces de l'administration américaine de taxer les importations d'acier et d'aluminium, qui prévoit une exemption très temporaire de l'Union européenne,
la solution ne nous est pas apparue comme satisfaisante et le Conseil a tenu un langage extrêmement clair sur ce sujet. À cet égard, 3 principes doivent nous guider. Le premier, c'est que l'Europe ne cherche pas la guerre commerciale qui n'est bonne pour personne. Et c'est pourquoi nous entretenons le dialogue. Le deuxième, c'est que l'Europe croit à une régulation mondiale, multilatérale du commerce et agira dans le cadre des règles de l'OMC qu'il nous faut moderniser et non pas affaiblir. Le troisième, c'est que l'Europe doit être unie et déterminée. Elle n'est pas la variable d'ajustement du commerce mondial. Elle n'en est non plus pas le maillon faible ou le défenseur naïf. Aussi, si nous sommes attaqués, nous réagirons sans faiblesse. Chacun doit en être conscient. Et, je crois pouvoir le dire, la stratégie américaine est une mauvaise stratégie qui répond à un vrai problème que nous avons d'ailleurs à plusieurs reprises abordé, celui du dumping commercial et des surcapacités dans certains secteurs comme l'acier. Et face à ce défi, ce sont les positions que nous avons défendues au G20, c'est l'action que nous conduisons, Union européenne en particulier avec la Chine et plusieurs autres puissances, qui convient d'être poursuivie et non pas des mesures unilatérales excessives. Cela renvoie à une question plus large sur le commerce et la mondialisation. Si nous voulons écarter justement et éviter le protectionnisme, il nous faut protéger nos travailleurs, nos entreprises. Et c'est exactement le cœur de l'agenda qui est le nôtre, que nous avons d'ailleurs réaffirmé, défendant un contrôle européen des investissements stratégiques, défendant également des règles de réciprocité dans le cadre des négociations et compte tenu de nos contraintes. J'ai d'ailleurs pu rappeler hier, lors justement de la réunion organisée par la Commission européenne pour présenter sa stratégie de finances durables, qu'à mes yeux, il n'était pas souhaitable de signer des accords commerciaux avec des puissances qui n'étaient pas signataires de l'accord de Paris. Parce que nous ne pouvons pas avoir des négociations commerciales qui méconnaissent les règles que nous nous fixons à nous-mêmes et justement ce besoin de protection que nous avons pleinement reconnu. Le modèle européen se construit aussi dans la révolution numérique, ce que nous avons évoqué au cours de ce Conseil. Il s'agit là aussi d'affirmer nos valeurs et nos intérêts spécifiquement européens. Et en tant qu'Européens, nous devons articuler l'innovation, la protection de l'individu et la juste solidarité. C'est la raison pour laquelle nous avons ensemble poussé l'idée d'une agence européenne pour l'innovation de rupture, qui rencontre un large soutien et qui fera l'objet de propositions concrètes dans les prochaines semaines. Nous avons ensemble défendu une régulation efficace qui permet d'encadrer l'activité des plateformes, de retirer les contenus illicites, notamment ceux qui font l'apologie du terrorisme, et également de protéger les données personnelles. C'est au cœur de cette réglementation que nous devons parachever dans les prochains mois, qui permettra de mettre en œuvre un marché unique du numérique. Nous avons également eu hier un premier débat dans le détail sur la fiscalité du numérique, sur la base des propositions faites par la Commission européenne. La France soutient pleinement la proposition de la Commission de mettre en place à court terme une taxe sur le chiffre d'affaires des grandes entreprises du numérique, d'empêcher les abus sans freiner l'innovation et sans bouleverser le cadre de la fiscalité de notre production en Europe. Et donc ça ne peut être qu'une solution temporaire, mais il est clair qu'aujourd'hui, notre fonctionnement, ou plus exactement le comportement de certains acteurs, ne permet pas d'avoir des justes conditions de concurrence, ni une contribution souhaitable au budget européen et à nos budgets de la part de ces derniers. Donc nous soutiendrons l'initiative prise par la Commission et la France souhaite très clairement que nous puissions poursuivre non seulement la première proposition de directive pour une mesure provisoire, mais que nous allions au bout d'une réforme de notre fiscalité collective qui permettra de normaliser la fiscalité de tous les acteurs du numérique. Ce modèle européen, c'est aussi l'exigence climatique. Je disais, j'ai participé hier à une conférence sur la finance verte, mais nous avons également réinsisté durant ce Conseil sur la nécessité de proposer une nouvelle stratégie européenne pour le climat, plus ambitieuse. C'est la même volonté qui a été à l'œuvre sur les sujets sociaux, où nous avons insisté sur la nécessité d'avoir davantage de convergence sociale. Et au-delà des avancées de ces derniers mois, que nous avons ensemble poussées, en particulier la réforme du travail détaché, qui s'est même améliorée par rapport au mois d'octobre, avec un bon accord trouvé au Parlement ces derniers jours, et qui en particulier permettra la réforme d'entrée en vigueur d'ici 2 ans et non pas 4 ans.
nous avons souhaité qu'il y ait davantage de coordination entre les contrôles qui sont effectués pour justement lutter contre toutes les entreprises boîtes aux lettres ou toutes celles et ceux qui jouent avec les règles européennes. Enfin, cette convergence que j'évoquais pour les sujets climatiques ou sociaux, c'est aussi celle qui doit renforcer notre union économique et monétaire. Nous avons eu à l'instant un sommet zone euro à 19, point d'étape pour identifier les blocages et les voies de passage avec un seul objectif, faire mieux converger les économies de la zone euro, éviter les crises et permettre à la zone euro d'être plus compétitive. Nous avons beaucoup discuté avec la chancelière la semaine dernière sur ce sujet. Cette première discussion était exploratoire, mais nous avons pu identifier, d'une part, la nécessité de parachever les accords qui sont d'ores et déjà prévus sur l'union bancaire d'ici au mois de juin, mais de poursuivre, continuer ensemble ce travail pour justement avoir une zone euro à la fois plus responsable et solidaire. Il y a beaucoup de sujets techniques qui demeurent à aborder, mais nous allons le faire ensemble. Je me rendrai dans les prochaines semaines à Berlin pour avoir une nouvelle séance de travail avec la chancelière. Nous aurons des nouvelles séances donc en avril et en mai sur ce sujet pour pouvoir ensemble présenter une feuille de route commune sur l'avenir que nous voulons pour l'union économique et monétaire. Et j'attache beaucoup d'importance à ce travail conjoint que nous avons commencé et en particulier dès la semaine dernière qui a marqué de réelles avancées. Enfin, nous avons évoqué ce matin le Brexit. Comme vous le savez, 2 sujets doivent progresser en parallèle. L'accord de retrait, d'une part, avec des avancées importantes qui ont été enregistrées sur les droits des citoyens, le règlement financier et la période de transition. Et puis, lancer un travail qui commence désormais avec un mandat clair pour notre négociateur Michel Barnier sur la relation future. De manière très claire, nous avons réaffirmé ce matin notre confiance à Michel Barnier, d'évidence, mais nous avons tous insisté pour dire que il n'y avait aucun accord tant qu'il n'y avait pas un accord sur tout, que, en particulier, les éléments sur la période transitoire étaient liés à un accord dans son ensemble. Ensuite, nous avons, je crois, tous réaffirmé notre attachement au marché unique. Il faut rappeler que celui-ci ne peut pas être découpé et qu'il n'y a pas de choix entre différents secteurs du marché unique. Quand on est à l'extérieur du marché unique, on est à l'extérieur sur tous les secteurs. Cela ne signifie pas qu'un accord ambitieux ne soit pas possible, mais cela évite les ambiguïtés et l'intégrité du marché unique, la préservation de l'Union reste notre boussole avec cette volonté d'œuvrer de manière unie. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais à ce stade dire pour rendre compte de notre Conseil qui, comme vous le voyez, a abordé de nombreux sujets avec des réunions qui se tiendront dans les prochaines semaines et les prochains mois et avec un point de rendez-vous extrêmement important qui arrivera au mois de juin prochain. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Monsieur le Président, Emmanuel, mon cher Emmanuel, auch ich möchte beginnen mit einem moi aussi je voudrais commencer en disant toute ma sympathie pour la France à l'occasion de cette annonce de la prise d'otages. Nous avons bien sûr beaucoup de compassion pour les familles des victimes. Lorsqu'il s'agit de menaces terroristes, nous sommes bien sûr, comme d'habitude, totalement aux côtés de la France et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour venir en aide aux autorités françaises. Dans le cadre du Conseil européen, eh bien, nous avons effectivement siégé en 3 formats, à 28, à 27 et à 19. Je ne vais pas bien sûr répéter tout ce qu'Emmanuel Macron a pu déjà vous dire. La discussion sur l'attentat de Salisbury au gaz neurotoxique a été une discussion très approfondie et tous les pays membres ont fait preuve de beaucoup de solidarité avec la Première ministre britannique et avec le peuple britannique. Nous avons dit que nous constatons que c'est un grand défi pour notre communauté, pour la sécurité de l'Union européenne et nous sommes tout à fait d'accord avec l'estimation du gouvernement
gouvernement britannique. Il s'agit certainement d'un attentat perpétré par la Russie. Il n'y a pas d'autre explication plausible. Vous avez entendu que l'ambassadeur de l'Union européenne a été rappelé en consultation à Bruxelles. La France et l'Allemagne, avec d'autres pays, vont élaborer d'autres mesures de rétorsion et prendre les décisions nécessaires. Ensuite, compte tenu de la situation actuelle, nous avons beaucoup parlé aussi des questions commerciales. Nous sommes tous convaincus de la nécessité d'une approche multilatérale et de la nécessité du libre-échange. Nous remercions la commissaire Malmström qui a réussi à obtenir de premières concessions. Il y a d'abord une suspension de la menace des droits de douane à l'encontre de l'Union européenne jusqu'au 1er mai, mais nous voulons éviter d'être pris dans une spirale qui va faire que peu à peu le libre-échange sera perdu. Nous sommes très attachés à une approche multilatérale du commerce international et nous continuerons à être farouchement opposés au protectionnisme. Hier soir encore, nous avons abordé la question de nos relations avec la Turquie et de l'accord Turquie-Union européenne. Il y aura un sommet à Varna la semaine prochaine avec les présidents des institutions de l'Union européenne et avec le président bulgare et le président turc. Nous avons exprimé notre préoccupation à propos de la situation dans la zone d'Afrine et par rapport aussi aux événements dans la région de Chypre et sur la question de savoir ce qu'il va advenir des 2 soldats grecs qui sont en garde à vue en Turquie. Nous avons de bonnes relations avec la Turquie dans un certain sens, mais par ailleurs nous sommes très préoccupés. Nous avons des accords concernant les réfugiés avec la Turquie. Il y a une deuxième tranche de 3 milliards de dollars qui est prévue. Et par ailleurs, nous avons parlé aussi, bien sûr, de la Grande-Bretagne. Le président vous l'a dit. Je tiens à remercier Michel Barnier qui, avec toute son équipe, a permis que l'on réalise une avancée considérable. C'est très positif. Au cours des derniers mois, nous étions vraiment tout à fait unis. Nous regrettons toujours le processus du Brexit, mais nous avons réussi à avancer ensemble à 27 sur cette question. Nous avons adopté aussi les lignes directrices pour les mois à venir et nous allons essayer de préserver cette communauté de vues. Nous savons que la Grande-Bretagne ne peut plus être dans le marché unique et dans la zone de libre-échange, mais nous ne nous laisserons pas diviser sur tous ces points et nous essaierons d'arriver par la négociation à des positions communes. Le temps presse et nous devrons prendre des décisions dès le mois de juin. Sur la question de l'union économique et monétaire et de l'évolution de toute l'Union européenne en matière d'économie, nous avons réfléchi aux questions de compétitivité et Jean-Claude Juncker nous a rappelé que la création d'un marché unique numérique était une question particulièrement importante. Nous sommes bien sûr tout à fait d'accord avec lui et nous ferons en sorte que les lois qui sont déjà adoptées puissent être vraiment appliquées. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours et je pense que les chefs d'État et de gouvernement peuvent peut-être permettre d'accélérer un peu toutes ces procédures. Il y a aussi la question de l'imposition des grandes entreprises du numérique. Et là, nous sommes bien d'accord. Actuellement, notre système d'imposition n'est plus adéquat pour le monde du numérique tel que nous le vivons actuellement. Il faudra aussi nous intéresser beaucoup à la souveraineté en matière de données de nos citoyens et de nos citoyennes. La question de savoir ce qu'il advient des données est une question centrale actuellement. Par ailleurs, nous nous sommes réunis, je l'ai dit, à 19 dans le cadre de la zone euro pour parler de l'architecture future de cette zone euro. C'est le sujet que nous avions déjà abordé hier à 28. Le sujet de l'union bancaire, il a été retraité à 19. Nous avons besoin de progrès très rapides dans cette union bancaire pour montrer que nous avançons sur une voie bien claire. Il y a aussi le problème de l'union des capitaux.
Cela concerne bien sûr la zone euro, mais aussi toute l'Union européenne. Sur le plan de l'architecture de cette zone euro, nous avons besoin de mesures supplémentaires. La France et l'Allemagne ont commencé à travailler ensemble. Nous poursuivrons cela au mois d'avril. Nous le ferons dans le cadre d'un petit sommet Conseil des ministres communs. Et puis en juin, nous aborderons avec des positions communes l'idée d'un nouveau traité de l'Élysée. Donc je pense que nous pourrons aménager le MES dans une nouvelle institution vers un fonds monétaire européen. Vous voyez que nous avons vraiment un ordre du jour très précis. Nous avons l'intention de nous y tenir. Tout se concentre vers ce Conseil européen du mois de juin. Nous espérons aussi arriver à un système de droit d'asile commun. Il y a le problème de l'union bancaire et bien d'autres questions. Et vous voyez qu'il y a toujours des sujets qui se rajoutent, comme les questions commerciales. Donc nous avons beaucoup à faire, mais nous avons beaucoup de courage aussi et nous espérons progresser ainsi sur la voie de l'Union européenne. ARD. Micro. Télévision allemande ARD. Je commence par le président français, car c'est lui l'hôte de cette conférence de presse. Donald Trump veut obtenir quelque chose en échange de son exemption des droits de douane pour l'Union européenne. Bien sûr, les négociations ne peuvent pas être aussi approfondies que celles du TIP, mais de quoi peut-on parler, de quoi ne peut-on pas parler dans ces négociations? Puis une question à la chancelière aussi. Vous avez dit que vous voulez défendre les libres-échanges à l'échelle planétaire. Vous avez dit que vous voulez quand même continuer à préserver le droit à un excédent budgétaire allemand. On parle de tout par principe avec un pays ami qui respecte les règles de l'OMC. On ne parle de rien par principe lorsque c'est avec un fusil sur la tempe. Donc pour être très clair, si les États-Unis d'Amérique se conforment aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, dont ils sont un État structurant, notre volonté c'est évidemment de parler de tous les sujets et de le faire en regardant nos intérêts bien compris et les intérêts américains bien compris. C'est le cadre d'une négociation. L'Union européenne l'avait d'ailleurs abordé dans d'autres temps avec l'administration précédente. Nous avons marqué notre volonté de continuer à respecter ces règles du commerce international, mais tout en défendant nos intérêts. Mais il est évident que nous ne ferons preuve d'aucune faiblesse à l'égard d'aucun secteur, d'aucun pays, dans une condition, compte tenu de, je dirais, cette position dans laquelle nous sommes placés, d'avoir un délai simplement de quelques semaines. Donc je pense que nous allons continuer à travailler et à convaincre aussi nos partenaires américains que la bonne manière de traiter le sujet des surcapacités dans l'acier et l'aluminium n'est pas d'aller faire des tarifs unilatéraux à toutes les puissances, en particulier amies, mais de gérer les surcapacités avec les pays d'origine, d'éviter les politiques de dumping de ces pays et d'avoir une politique justement de transition. Voilà la position qui est la nôtre. Ja, also wir wollen natürlich die Gespräche fortsetzen, aber immer auf der Basis dessen, was auch im Rahmen der WTO toujours sur la base de ce qui a été négocié et accepté par nous tous dans le cadre de l'OMC. Nous avons déjà pu constater par le passé que c'était la bonne attitude. La commissaire Malmström était présente à ces négociations. Il faut définir bien sûr un ordre du jour. Nous nous en tenons bien sûr au régime de commerce international tel qu'il a été défini. On a un forum aussi sur l'acier en ce qui concerne ces fameux droits de douane et nous croyons beaucoup que dans le cadre de ce forum, on peut continuer à parler de ces questions de production excédentaire d'acier. Et maintenant, bien sûr, il y a des facteurs que nous avons du mal à influencer, par exemple les taux de change ou les prix de l'énergie qui sont parfois très différents. Et puis, il y a des facteurs sur lesquels nous travaillons en Allemagne. Par exemple, nous avons un changement de paradigme complet qui s'est opéré pendant les dernières années.
puisque nous ne développons plus les exportations, mais nous développons au contraire notre consommation intérieure. Et nous voulons continuer. Notre nouvelle coalition va dans ce sens. Si vous avez lu l'accord de coalition, nous voulons investir davantage en Allemagne. Ça correspond tout à fait au chemin que nous nous sommes fixés qui pourrait nous aider à résoudre les problèmes. Mais il y a des marchés sur lesquels on fait appel à nous et nous sommes assez fiers de voir qu'on veut acheter nos produits à l'étranger. Mais par contre, bien sûr, si la consommation augmente chez nous, cela augmentera aussi nos importations et d'autres pays en profiteront. Bonjour, Laurence Benamou, Agence France Presse. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la Chancelière. Avant de poser ma question sur la zone euro, on vient d'apprendre que le preneur d'otages a été tué par les forces de l'ordre. Donc, évidemment, nous voudrions savoir quelle est votre réaction, Monsieur le Président, et si vous avez donné vous-même l'ordre d'assaut, et aussi ce que vous pensez du niveau de menace terroriste en France. Et si vous voulez bien, je continuerai par la question zone euro après. Allez-y. Alors, très bien. Alors, ma question est simple. Avez-vous avancé sur vos propositions de doter la zone euro d'un budget, puisque beaucoup de pays sont réticents? Serez-vous prêt en juin? Et puis, par ailleurs, bien sûr, comme il faut faire des réformes pour convaincre vos partenaires, est-ce que les contestations dans la rue en France ont-elles affaibli votre position? Merci. Sur le premier sujet que vous avez évoqué, j'aurais peu de choses à ajouter par rapport à mon propos liminaire. L'assaut a été donné, bien évidemment. J'ai eu un échange avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, mais c'est sur place et en appréciant les conditions que celles et ceux qui avaient à diriger les opérations au plus près du terrain ont pris leurs responsabilités sous couvert de leurs autorités. Et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et donc l'assaut a en effet été donné et a conduit au résultat que vous avez évoqué. Je serai très prudent sur le reste et n'aurai pas d'autres remarques sur ce qui s'est passé, sauf celle que j'ai évoquée tout à l'heure, et cette volonté, en tout cas réaffirmée, de protéger l'ensemble de nos concitoyens. Sur la menace terroriste, nous n'avons jamais fait mystère, et le ministre de l'Intérieur l'avait rappelé il y a quelques semaines, du fait que cette menace demeure élevée. Et elle demeure élevée essentiellement parce que nous avons, depuis plusieurs mois, une menace qu'on appelle endogène. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'individus qui se sont radicalisés eux-mêmes, qui ont des profils psychiatriques variés. Certains sont des gens qui relèvent de pathologies, d'autres non. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le terroriste d'aujourd'hui, mais la caractéristique, c'est que vous avez des individus identifiés comme dangereux, qui sont suivis de très près. Et donc, dans le cadre de l'enquête, évidemment, il sera rendu compte des éléments de diligence et du suivi qui avaient été effectués, mais qui constituent une menace terroriste dans le pays. Elle relève de plusieurs logiques. Comme je le disais, elle est aujourd'hui endogène. Ces gens peuvent être influencés, avoir des liens avec Daesh ou avec d'autres forces extérieures relevant du terrorisme islamiste. Pour autant, et je reste prudent parce que l'enquête commence, nous ne sommes plus dans une situation comme il y a 2 ou 3 ans où nous étions face à des offensives menées depuis la zone irako-syrienne sur notre territoire et construites sur la zone irako-syrienne. C'est la différence entre le terrorisme que nous avions naguère et la forme de terrorisme actuelle. Et donc il y a aujourd'hui des individus dangereux qui sont suivis de très près, sur lesquels nous avons des nombreuses procédures, et il appartiendra donc au procureur de faire toute la transparence dans le cadre de l'enquête qu'il aura à conduire sur ce qui a conduit à cet acte terroriste et ce qui a été fait pour le prévenir. Donc il est évident que l'ensemble du gouvernement reste pleinement mobilisé. Depuis mon élection, je n'ai d'ailleurs jamais levé le dispositif, au contraire. J'ai maintenu des réunions hebdomadaires du Conseil de sécurité et de défense nationale. J'ai demandé au gouvernement de passer un texte de loi qui a renforcé le contrôle et la sécurisation et les éléments de suivi. Et ce qui vient de se passer montre que, je crois, toutes ces mesures étaient indispensables, en plus du renforcement de la coordination que j'avais décidé. Donc tout cela montre que le niveau de menace justifiait pleinement l'ensemble de ces mesures. Maintenant, avant de tirer toute conclusion de ce qui vient de se passer, je crois qu'il faut avoir beaucoup de prudence et analyser les faits. Pour ce qui est de la zone euro,
et le contexte que vous venez de rappeler. Nous avons avancé, nous avons beaucoup avancé ensemble parce qu'on comprend nos contraintes mutuelles et nos volontés à l'un et à l'autre lors de notre échange long de vendredi dernier. Nous avons eu aujourd'hui un échange à 19 qui a permis de voir où étaient en quelque sorte les éléments qu'il nous faut articuler pour trouver une nouvelle feuille de route à la zone euro. Il y a d'abord ce qu'il convient de mettre en œuvre et qui a déjà fait l'objet de décisions stratégiques il y a plusieurs années, c'est le cadre de l'union bancaire et notre volonté que nos ministres des Finances puissent parachever ce travail d'ici le mois de juin. Et il y a ensuite à réarticuler les éléments de responsabilité et de solidarité dans la zone euro. Nous avons la volonté d'y arriver pour le mois de juin. Moi, je suis, comme je l'avais dit en décembre dernier, confiant sur ce sujet parce que nous sommes l'un et l'autre conscients de la nécessité économique pour la zone euro de le faire, mais aussi de la nécessité politique d'avoir des mécanismes qui permettent d'accompagner les gouvernements et les pays qui font les réformes. C'est dans ce cadre-là que nous allons continuer le travail. Pour ce qui est des mouvements sociaux en France et de l'impact qu'ils auraient sur cela, je laisserai Madame la Chancelière répondre pour sa perception. Pour ce qui est de la mienne, l'impact n'existe pas. Parce que c'est normal qu'un pays qui conduise des réformes ait à faire face à des mouvements sociaux, à des protestations ou à des débats parlementaires selon la tradition du pays où ce qui s'exprime. C'est normal. Et c'est après à chacun de ces pays d'avoir à gérer dans le respect, les règles de la vie démocratique, ces contestations qui peuvent survenir. Mais ces contestations ne sont pas de nature à conduire le gouvernement à revenir sur les engagements qui ont été pris durant la campagne et sur ce qui a d'ores et déjà commencé à être mis en œuvre. Ce qui a été mis en œuvre par le gouvernement français et ce que nombre de nos partenaires, et en particulier l'Allemagne, attendaient depuis de nombreuses années, à juste titre. Nous continuons à le faire, ce qui, je crois, plutôt renforce la crédibilité. Also wir haben heute noch einmal den gemeinsamen Wunsch deutlich gemacht. Aujourd'hui, nous avons exprimé encore une fois le souhait commun à un moment où la zone euro traverse des eaux plus tranquilles et où Mario Draghi a pu nous dire que tous les pays de l'Union européenne sont en croissance économique, que la convergence générale de la zone euro évolue de manière positive, que le président de la BCE a pu nous dire que nous faisons encore davantage pour essayer d'être plus à même de résister à une éventuelle prochaine crise. Nous rapprochons les conditions de compétitivité des différents pays et beaucoup d'entre nous ont dit que les réunions communes des ministres des Finances et des ministres de l'économie sont utiles pour permettre d'échanger des points de vue sur cette situation. Ce dont il s'agira, c'est de savoir de quels éléments on a encore besoin pour renforcer cette convergence, pour la faire avancer. A-t-on besoin de possibilités supplémentaires par rapport à celles qui existent, par rapport au budget européen que nous avons déjà? Nous avons bien entamé cette discussion, nous allons la poursuivre, nous la poursuivrons à 19, bien sûr, et je pense que nous sommes en très bonne voie. Madame la Chancelière, Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur votre annonce de coordination de nouvelles mesures contre la Russie. Est-ce qu'on peut s'imaginer que la France et l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, vont rappeler des diplomates ou exclure des diplomates du territoire national? Est-ce qu'on n'attend pas d'abord les réponses de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques? Et quelles sont les preuves qui ont été avancées par Madame May et qui ont pu convaincre tous les pays membres d'adopter un ton plus dur avec la Russie? Theresa May hat uns bestimmte Erkenntnisse vorgelegt, Theresa May nous a présenté un certain nombre d'éléments qui nous ont permis de conclure qu'il était probable que ce soit la Russie qui soit à l'origine de cela et ça ne changera sans doute pas grand-chose quand on aura les résultats de l'OIAC.
Emmanuel Macron s'est rendu aussi à l'OIAC. Nous avons confiance dans cette organisation et nous pensons que les analyses actuelles sont déjà très fondées. Personne ne les remet en cause pour le moment. Donc, nous voulons effectivement nous coordonner avant d'adopter nos prochaines mesures. Nous vous le dirons quand cette coordination sera achevée, mais la France et l'Allemagne sont en tout cas d'accord pour dire qu'il y aura d'autres réactions en plus du rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne. Pour être très clair sur le fond de votre question, la Grande-Bretagne a partagé hier avec l'ensemble des États membres les éléments de preuve dont elle avait eu connaissance. La France a été sollicitée pour des coopérations techniques auxquelles nous avons répondu favorablement, qui nous ont conduits à, en tout cas, avoir les mêmes conclusions techniques que nos partenaires britanniques. Ces conclusions permettent de manière très claire d'établir la nature du produit utilisé et nos connaissances sur ce produit, la nature et les caractéristiques de celui-ci conduisent de manière totalement conforme à ce que les Britanniques ont pu dire publiquement à l'attribuer à la Russie. L'OIAC a commencé lundi dernier un travail de partenariat technique qui rendra ses conclusions à la mi-avril. Ce travail viendra manifestement corroborer ces éléments, mais en aucun cas il ne pourrait nous donner une lumière sur la possibilité d'attribuer plus formellement l'utilisation de ces armes chimiques, aussi parce que l'OIAC, depuis novembre 2017, n'a plus le mécanisme d'attribution, dit JIM, qui permettait de procéder à cela. C'est d'ailleurs notre souhait collectif de restaurer au sein de l'OIAC un tel mécanisme d'attribution. Donc l'OIAC apportera sans doute des éléments utiles, mais pas d'éléments de nature à changer notre vision des choses. Le deuxième point, compte tenu de ces éléments techniques, c'est que de manière évidente, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne est inédit et c'est une agression contre la sécurité et la souveraineté d'un pays allié aujourd'hui membre de l'Union européenne qui impose une réaction. De manière évidente, sinon l'Union européenne décide de ne plus être souveraine. Ça n'est pas notre choix. Et c'est la décision que nous avons prise ensemble hier. Et comme l'a dit la chancelière, nous annoncerons dans les prochains jours les mesures de manière coordonnée et proportionnée, mais une réaction véritable à ce qui s'est passé. Et donc au moment où ce sera finalisé, nous l'annoncerons. Oui, bonjour. Une question à vous deux qui concerne le Selmayr Gate, comme on dit ici. Je voudrais savoir si vous ne craignez pas que cette affaire du Selmayr Gate renforce l'image désastreuse et bureaucratique des institutions communautaires au moment où vous allez lancer les consultations citoyennes d'ici 3 semaines. Deuxième chose, est-ce que vous ne pensez pas que cette affaire révèle aussi un véritable déséquilibre géographique dans la répartition des postes de responsabilité au sein de l'Union européenne, parce qu'on s'aperçoit que 3 institutions sur 4, sans compter le médiateur européen, ont un secrétaire général maintenant de nationalité allemande, que 4 groupes politiques sur 7 au Parlement européen sont dirigés par des élus allemands, que les groupes politiques eux-mêmes sont gérés en grande partie, notamment le PPE, par un secrétaire général allemand, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas, sans compter la BEI, le mécanisme européen de stabilité? Donc, est-ce que vous pensez que la compétence est uniquement germanique, ou est-ce qu'on peut trouver peut-être d'autres talents un peu ailleurs dans l'Union européenne? Donc, la question de l'équilibre géographique est quelque chose qui s'est toujours posé depuis l'origine de l'Union européenne. Merci. Bon, sur ce sujet, je laisserai Madame la Chancelière revenir sur votre hommage appuyé à son efficacité et son organisation. Plus sérieusement, je crois qu'il y a évidemment des questions d'équilibre géographique auxquelles nous devons constamment être vigilants. Je pense que ce qui nous importe, c'est d'avoir partout les gens les plus compétents possibles et les plus dévoués possibles à la tâche, parce que c'est ce dont nos institutions ont besoin. Après, il est tout à fait vrai qu'il est important aussi d'avoir des équilibres géographiques. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit collectivement à acter de la décision de nommer comme vice-président de la BCE M. De Guindos hier, suite à la décision de nos ministres de l'économie et des finances. Néanmoins, vous avez raison qu'à l'égard de certains
pays. Nous devons être très vigilants sur ce point et que les équilibres géographiques, en tout cas un bon équilibre dans les nominations est important et nous y veillerons. En tout cas, je serai attaché à cela, sans pour autant défendre des nominations françaises, parce qu'en l'espèce, ce sont beaucoup d'autres pays aussi. Sur la polémique autour de la nomination de Martin Selmayr. Bon, d'abord, je voudrais essayer de ranger les choses dans le bon ordre. La grande difficulté quand on a ce genre de polémique, c'est qu'on a ensuite des personnes qui sont embarquées. Je voudrais ici quand même dire, en tant que président de la République française autour de la table du Conseil, dans sa condition précédente, j'ai toujours apprécié le professionnalisme de l'intéressé. Donc la personne et sa qualité ne doivent pas être ici remises en cause. C'est quelqu'un de grande compétence et qui connaît bien l'Europe. Ensuite, il y a une polémique que vous-même, comme plusieurs de vos confrères, et comme d'ailleurs plusieurs parlementaires aussi, n'ont pas manqué de relever sur les conditions de sa nomination. Je pense qu'une procédure a été lancée par le Parlement européen, avec de nombreuses questions. 138 de mémoire ou quelque chose comme ça. 134. Donc il faut que cette procédure soit suivie, que la transparence soit faite et qu'on en tire les conclusions à l'issue de cette procédure. Et je pense que c'est comme ça que les choses doivent vivre démocratiquement. Et moi, je comprends tout à fait les réactions que peuvent avoir les uns ou les autres. Si c'était étouffé ou qu'on faisait comme si de rien n'était, ce serait un problème. Mais il y a une controverse démocratique, journalistique, elle doit être alimentée. Il y a un débat parlementaire, il faut qu'il soit traité dans la sérénité et que les conséquences en soient tirées quand tous les éléments de vérité de procédure seront établis. Et à ce titre-là, c'est comme ça que vit une démocratie mature. Et je pense que, vous savez, on est entouré de tellement de puissances qui font parfois semblant d'avoir des élections libres, qui cadenassent tout. On a toujours des faiblesses dans nos démocraties. Mais quand on a des procédures, la capacité d'avoir ces polémiques et qu'on sait les faire vivre dans un cadre transparent, je crois qu'il ne faut pas qu'on se jette toujours la pierre. L'Europe, en particulier l'Union européenne, n'est pas le dernier endroit où on fait de la démocratie, où il y a des polémiques citoyennes et où on regarde les sujets avec transparence. Et donc il ne faut pas perdre non plus de vue une certaine relativité par rapport aux puissances qui nous entourent. Sinon, le risque, c'est que en quelque sorte, nous nous flagellions nous-mêmes en oubliant de demander la même chose à nos voisins. Enfin, sur ce plan-là, je pense que la vérité et le travail à la fois des journalistes et des parlementaires européens est très important dans ce cadre. Et c'est aussi pour ça, pour redonner toute cette vitalité, que je crois beaucoup aux consultations citoyennes. Et d'ailleurs, ce sujet peut tout à fait être abordé, le sujet des critères de nomination, de la transparence, si on peut l'améliorer. Et le souhait, c'est que justement nos citoyens puissent se saisir de tous les sujets d'importance pour eux et faire part de leurs propositions ou volontés de changement. Voilà, donc je pense que c'est un sujet qui ne doit pas mésestimer le mérite des personnes, mais implique un bon fonctionnement démocratique et une transparence qui est en cours. Erstens zu der regionalen Ausgewogenheit, da würde ich sagen, gibt es in Deutschland régionaux. Je dois dire qu'il y a beaucoup de discussions en Allemagne. On nous dit au contraire que nous ne sommes pas suffisamment représentés sur certaines positions. Évidemment, on peut considérer ce que vous avez considéré, mais on peut aussi considérer la totalité. Si on regarde par exemple les postes de directeur des directions générales, on voit que là, la situation est beaucoup plus nuancée. Donc on ne peut pas ne prélever qu'une partie de l'ensemble. Au Parlement européen, si on regarde maintenant qui dirige les différents groupes parlementaires, on voit que ça n'a pas grand-chose à voir avec les représentativités régionales. Il y a des familles de partis très différentes au sein des partis au Parlement européen. Alors, par rapport à l'élection de Martin Selmayr, je crois qu'il est important qu'on réponde aux questions qui ont été posées et je crois d'ailleurs que ce qui est en train de se passer, moi aussi j'ai beaucoup apprécié le travail de Martin Selmayr. Nous pensons que ce n'est pas parce qu'il est allemand qu'il fera toujours ce que veut le gouvernement allemand. Ce n'est pas du tout l'impression que nous avons personnellement. C'est quelqu'un qui prend des décisions de manière très professionnelle et qui essaie de faire un travail efficace et de faire avancer les choses. Donc je salue son travail parce que bien souvent les décisions prennent beaucoup de temps en Europe. Et donc pour cette raison, moi j'apprécie son travail et nous ferons comme il est nécessaire dans tout Parlement pour faire répondre aux questions qui se sont posées. Et c'est ce que veut aussi Jean-Claude Juncker. Merci beaucoup. Merci. Dankeschön.